Bon, bah aujourd'hui, on retourne à l'école finalement. Hein. T'as ton taf ? Non, j'ai pas révisé. C'est top parce que Chloé, vous allez voir, c'est une fille extraordinaire. Elle est toute jeune, mais elle est brillante évidemment. Et puis avec Ada Tech School, elle vient de mettre un grand pavé dans la mare de cette formation. C'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Elle est jeune justement. Enfin, en fait, d'avoir une telle vision sur les choses, je pense que c'est hyper intéressant. Encore quelqu'un qui vient avec un sacré bagage en termes de vision, de conviction et qui arrive à les appliquer pour changer le monde finalement véritablement quoi. Et qui vient avec ses bagages dans notre studio et ça c'est quand même. C'est vrai qu'elle est avec nous dans le studio à Illy. C'est cool. À bas ces académiciens frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, nous n'en voulons pas ici, chassons tous les trichards. À présent dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Cyril Chaudois pour vous servir et toujours avec les incontournables Mick Lévy et Thibault Lemann, bien sûr. Bonjour messieurs. Salut. Chloé Hermary, notre invité, me fait penser au monsieur Keating de cet extrait du Cercle des poètes disparus. Capitaine, oh capitaine. Comment briser les carcans ? Comment s'affranchir de la pensée unique et tout conformisme imposé par quelques-uns à tous les autres ? S'en libérer soi-même est déjà tout un chemin, mais aider les autres à s'en défaire, c'est toute une quête. Et nous, eh bien ça nous parle évidemment, car nous avons aussi cela en commun avec Chloé et Keating chez Trench Tech. Cette volonté de transmettre le goût de penser et de faire par vous-même. Car tout bon capitaine sait que ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. La tech aussi, c'est tout un poème. Songez seulement aux nuits d'été que certains nous préparent entre les lignes de leur code. IA, métavers et autres artefacts dont nous ignorons encore l'existence redessinent les contours de notre perception du monde. Alors poétisons ensemble avec Chloé Hermary en nous demandant d'abord si l'apprentissage du code est un facteur d'épanouissement personnel, puis si à plus grande échelle, il peut devenir un levier politique avant de nous demander s'il peut même à terme tous nous réunir pour une tech plus éthique. Dans cet épisode également, pour chercher l'inspiration, nous nous rafraîchirons avec le Patch Tech de Fabienne Billa et nous découvrirons un moment d'égarement de Laurent Guérin qui convoite, paraît-il, un nouveau poste de plus en plus à la mode. Enfin, nous débrieferons, juste entre vous et nous, des idées clés de cet épisode. Et puisque nous avons la chance d'avoir Chloé directement dans notre studio aujourd'hui, sans plus tarder, bonjour Chloé. Bonjour tous les trois. Salut Chloé. Chloé, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir. Tu fondes l'Ada Tech School en 2019, qui est un modèle d'école informatique alternative, dont la mission est de favoriser plus de diversité et d'inclusion dans le secteur de la tech. Tu es une jeune entrepreneur puisque tu crées cette école 1 an après ton diplôme d'HEC en poche, félicitations en 2018, parce que tu t'es passionné très tôt pour les nouveaux modes d'apprentissage. Tu as notamment, je crois, commencé par développer une formation au développement logiciel en 2 ans, inspirée de la pédagogie Montessori dont tu es assez fan, on y reviendra peut-être. Alors, Ada Tech School, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celles et ceux d'ailleurs, c'est 70% de femmes parmi ses élèves, félicitations. Depuis son lancement, en pleine pandémie d'ailleurs, rappelons-le, vous avez levé depuis en 2021 plus de 3 millions d'euros pour vous étendre dans toute la France afin de poursuivre cette mission qui est, je cite, de former une nouvelle génération de talents diversifiés à construire une société plus durable et inclusive grâce au code. Et ça, on aime, on valide chez Trench Tech, capitaine. Tout est bon ? Tout est bon. Super. Alors, tu es prête pour notre grand entretien. Commençons par voir ensemble si l'accès au code pour tous est un levier d'épanouissement personnel. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Je pense, donc je suis. Ou du moins, je code, donc je suis. On pense souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et dans la tech, on se dit que si d'autres pays sont plus forts que nous, c'est parce que chez eux, eh bien, ils sont plus nombreux à avoir développé des compétences dans le numérique. Mais c'est pas forcément vrai. On a vu dans l'épisode de Luc Julia sur la Silicon Valley qui nous présentait plutôt comme un creuset de talents venus du monde entier et qui nous permettait d'évoluer différemment. En revanche, de façon plus certaine, lorsqu'on maîtrise mal l'outil informatique, on est de plus en plus exclu de la société. Et si on veut mieux comprendre le monde de demain, il vaut mieux savoir comment il est codé. Alors Chloé, penses-tu, comme d'autres, qu'il faudrait que tout le monde sache coder pour mieux s'intégrer dans le monde de demain ? C'est une bonne question. Moi, ma réponse, c'est je ne sais pas s'il faut s'arrêter au code ou il faut s'arrêter plutôt à la compréhension.
Aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle on a un téléphone à la main, on travaille essentiellement sur les ordinateurs, où en fait la tech et le numérique, il est partout, il est dans nos vies, il est dans notre quotidien, il est dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et à la question est-ce que tout le monde devrait coder, moi je réponds non. Savoir coder, c'est savoir écrire, c'est savoir produire les outils. Et je pense que c'est réservé finalement aux personnes qui doivent le faire. En revanche, et ça c'est quelque chose que je pense on doit travailler massivement dans l'éducation, c'est de pouvoir donner des éléments de compréhension, d'esprit critique sur ces outils-là. Parce qu'on ne peut pas utiliser des outils, des applications de manière éthique, de manière responsable, si on ne comprend pas finalement les tenants et aboutissants. Et moi, ce qui me choque, c'est que finalement, si vous demandez à des personnes s'ils comprennent ce que c'est un ordinateur, s'ils comprennent ce que c'est Internet, de vous décrire qu'est-ce que c'est. C'est pas si simple. Regardez. Ça reste assez flou. Quel est le profil des personnes qui sont dans ton école, du coup? Quel est le profil des apprenants? Alors oui, la question, pardon, est-ce que tout le monde doit coder? Alors, est-ce que tout le monde doit savoir coder? Non. Est-ce que tout le monde doit pouvoir coder? Oui. Et donc, quel est le profil des apprenants et des apprenantes? Mais ça me rappelle l'anglais, ça. En anglais, anyone. Everyone ou anyone? On dit pas ce qu'on veut, on dit ce qu'on peut. Là, c'est un peu l'autre vision que tu nous donnes sur le code. Non, mais c'est justement par rapport à l'anglais, c'est exactement, c'est anyone ou everyone. Ouais, tout le monde ne doit pas pouvoir coder, mais n'importe qui devrait pouvoir tu veux donner l'accès à ça, à tous ceux qui ont envie de s'orienter vers ces carrières-là. Exactement. Donc c'est quoi? C'est une question de base, une question de fondamentaux à connaître finalement? Moi, je pense que donc du coup, généralement et globalement, on doit pouvoir avoir cette base de fondamentaux, cette base de compréhension. Finalement, ça devrait être comme la géographie, finalement, la tech, et ça devrait être enseigné dès les petites classes. Ouais. Pour ensuite pouvoir décider si on devient un expert dans ce domaine-là, si on est prêt à prendre ce pouvoir de la production, de la création, et pouvoir ensuite s'y engager. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui ont le pouvoir de la production et de la création, déjà, il y en a très peu. Ouais. Je crois que c'est 0,03% de personnes dans le monde qui savent véritablement coder, produire. Et en plus, quand on regarde également qui fait ça, aujourd'hui, dans les équipes techniques en France, on a 10% de ces producteurs ou créateurs qui sont des créatrices et des productrices. Donc très peu de femmes. Et au-delà de ça, alors on a très peu de données finalement sociales, raciales en France. Mais quand on regarde la photo des équipes, on voit aussi qu'il y a un très grand manque de diversité globale dans ces producteurs, ces créateurs ou ces créatrices. Et du coup, quel est le profil des apprenants, quel est le profil des élèves qui viennent dans ton école? Eh ben, je vais répondre encore une réponse de Normande, puisque non, on a des apprenants et des apprenants. Donc déjà, on a donc 70% de femmes. On a des apprenants et des apprenantes qui ont entre 18 et 52 ans. On a des personnes qui viennent honnêtement de tous les origines sociales, mais aussi académiques. On a un ancien moine, on a un ancien démineur, on a des anciennes directrices de crèche, des anciens photographes, etc. Bref, en termes de profil, je ne peux pas répondre précisément à cette question. Par contre, ce qui les rassemble, c'est de vouloir avoir un métier qui est stimulant intellectuellement, qui leur offre de la liberté et des opportunités de carrière, et de développer ces nouvelles compétences, puisque 60% d'entre eux sont dans des processus entre 25 et 35 ans, donc sont vraiment dans des processus de changement de carrière. Voilà. Reprendre le contrôle de cette vie professionnelle dans un environnement qui soit positif, épanouissant et créatif. J'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est depuis le début, on parle que donc, ton école est ouverte à tout le monde, donc c'est-à-dire n'importe qui peut s'inscrire. Dans les statistiques, c'est 70% de femmes. C'est quoi ta recette pour les attirer? S'il y a des RH qui nous écoutent, ça pourra peut-être être appliqué dans les entreprises aussi. Bonne idée, bonne question, Thibaut. Merci. Pour la petite anecdote, quand j'ai voulu créer Adatech School, il y a un directeur d'école, d'une école d'informatique très connue, qui m'a dit vous voulez créer, moi je prenais des infos, je prenais des conseils de la part de mes pairs, de mes futurs pairs, et on m'a dit créer une école d'informatique à destination des femmes, vous rêvez ma petite dame, ça n'existe pas, je fais le métier depuis longtemps. Aucune femme ne peut faire ça. Aucune femme, c'est bien connu. Moi, ma perception des choses,
Et c'est pour ça que je dis réinventer l'éducation de A à Z pour construire une société plus durable et inclusive. Je pense que l'éducation est le premier outil pour justement façonner cette société qui soit plus durable, plus inclusive, pour la penser par design, plus durable et plus inclusive. Et en fait, ça a été justement la démarche d'Ada, ça a été de penser l'offre de formation par design de manière plus inclusive. Et quand je dis ça, comment on arrive à avoir 70% de femmes, c'est pas magique, mais en fait, c'est vraiment un travail de repenser la formation à son sens large, comment on présente les métiers, comment on les raconte, comment on les représente, comment on recrute nos apprenants, comment on les forme, comment on travaille avec les entreprises, etc. etc. Et finalement, ce jeu de reconstruction qui adresse un par un tous les freins sociaux qu'ont les femmes, notamment, pour entrer dans la tech, c'est ça qui, au bout d'un moment, alors on a commencé tout petit, hein, on a commencé avec 10 apprenants, 7 apprenantes sur ces 10, 70%. Il faut bien un début. Pas mal. On en a 200 aujourd'hui, on a toujours 70%. On fait pas de quotas. Moi, je crois vraiment au quota. Qu'est-ce qui attire particulièrement les femmes? Effectivement, je reviens à la question de Thibaut. C'est quoi la recette? Qu'est-ce qui attire particulièrement les femmes dans ton école pour que tu arrives naturellement, by design, tu sembles le dire, à 70% de femmes en plus? La première chose, il y a 2 éléments. Il y a l'attraction et il y a la rétention. C'est ça le problème aujourd'hui de la féminisation et de la diversité dans la tech. C'est d'abord c'est un problème vraiment de pipeline qui fuit dans tous les sens, qui est très faible en termes d'offres, mais ensuite après aussi qui se délite puisque c'est 50% de femmes qui quittent la tech dans les 10 premières années de leur carrière. C'est une statistique qui a été trouvée par Accenture et l'association Girls Who Code. Qu'est-ce qui fait qu'à Ada on fait ça? Donc d'abord le sujet de l'attractivité, c'est re-raconter ces métiers autrement. Le sujet de l'orientation, c'est un sujet de représentation, de projection. Ouais, comment avec les rôles modèles notamment. Avec les rôles modèles évidemment, mais se dire moi dans ce métier, je sais que c'est fait pour moi. Et donc en fait on raconte une histoire du code qui est une histoire qui est différente, alors qui joue un peu aussi avec les constructions sociales, finalement de se dire que le métier du code c'est un métier qui est créatif, puisqu'on va résoudre des problèmes, proposer des solutions nouvelles, créer des produits qui répondent également à des usages et des besoins d'utilisateurs et d'utilisatrices de la vraie vie. Donc c'est un métier qui a du sens également. Et puis on est très très rarement, contrairement à ce qu'on pense et à cette justement imaginaire du geek et qui est très très seul dans sa cave à parler à personne. En fait, dans la vraie vie, dans les entreprises, on code à plusieurs. Ouais, ça collabore à moi. Absolument. Puis, si tu veux trouver du sens et que tu fasses des choses pour les autres, il faut bien évidemment que tu ailles vers les autres. Absolument. Ça passe avec les autres, par la vie et la contribution avec les autres, effectivement. Donc on entend quand même cette logique aussi, ou en tout cas cette ambition de travailler son employabilité, notamment avec ces personnes qui viennent chercher certains sens, mais probablement aussi une carrière en reconversion. Cette idée que tu défends et que tu nous expliques depuis tout à l'heure, qui est que le code, en tout cas apprendre à coder, tout le monde devrait savoir ou pouvoir coder éventuellement pour pouvoir mieux s'approprier cette transformation de notre société. In fine, pourquoi c'est obligé de passer par le code? Pourquoi on ne pourrait pas accompagner simplement les gens avec un peu de pédagogie sur les bons usages, au-delà de rentrer vraiment dans le cœur de la machine? On n'est pas tous mécanos de notre bagnole, mais par contre, on perçoit 2-3 usages. Voilà, enfin la comparaison est un peu triviale, je suis désolé. Mais... Non, mais je pense qu'elle est bonne. La question de on n'est pas tous mécanos de notre bagnole, mais quand elle tombe en panne, on est bien dans la merde sur le bord de la route. Donc il s'avère que c'est quand même vraiment plus pratique de comprendre comment les choses fonctionnent. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit comprendre. C'est pour ça que je dis ça. Tout le monde ne doit pas comprendre comment les choses fonctionnent. En revanche, voilà, il y a des vrais enjeux aussi pour certains et pour certaines de joie. De comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette boîte noire qu'on utilise tous les jours, de découvrir, de pouvoir avoir des actions, de pouvoir corriger également justement des gens qui quand ils tombent en panne sur le bord de la route, ils ont envie de pouvoir résoudre leurs problèmes. Et donc du coup c'est le même sujet, donc voilà, je pense que finalement c'est aussi pouvoir avoir cette joie, et c'est marrant parce c'est souvent un exemple qui revient de nos apprenants ou de nos apprenantes qui disent moi quand on avait des pannes de wifi dans la maison, c'était moi qui allais bidouiller le truc parce que je trouvais ça insupportable et puis je trouvais ça trop fun en fait. Il y a quand même déjà ce petit côté geek finalement. Oui, mais alors vous savez que ces personnes qui nous racontent ça, elles ont été orientées dans des études de communication. Parce que c'était notamment des femmes. Et voilà. D'ailleurs, peut-être que juste on peut repréciser à ce stade, parce qu'on a cité Ada Tech School depuis tout à l'heure. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas à qui fait référence Ada, c'est pas le loueur de bagnole, hein, justement. On est d'accord. Et ni le chanteur. Adamo. Ada, oui.
C'est donc Ada Lovelace, comtesse Ada Lovelace, qui était une mathématicienne de la fin du XVIIIe siècle. Et qui a inventé le premier algorithme de l'histoire. Alors à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'ordinateur, c'était avec une petite machine avec des cartes. Et donc Ada a créé en fait la première suite logique de calcul, et donc qui a été finalement le premier algorithme de l'histoire. Et elle est considérée finalement comme la mère des développeurs ou des développeuses, et qui a été, comme beaucoup de femmes scientifiques, un petit peu oubliée. Et donc l'idée, c'est de rappeler qu'il y a des grands noms de femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique. Et qui, pour la petite anecdote, je crois, était la nièce, ou en tout cas était de la famille de Lord Byron, le poète. Cercle des poètes disparus, la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée, et c'est le moment de se rafraîchir avec une petite chronique de Fabienne Billa, c'est le Patch Tech. C'est le Patch Tech. Aujourd'hui, Fabienne, tu reviens sur l'immanquable ChatGPT. Est-ce que tu peux nous dire s'il s'agit bien d'une technologie révolutionnaire ? Du point de vue technologique, pas réellement, car l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau et la communauté scientifique travaille sur ces modèles depuis quelques années. Et dès 2018, Google possédait la technologie, mais le projet a été stoppé par peur des répercussions légales. Cependant, le reste de l'équipe a continué de travailler à ce qui donnera naissance à Bard. Dans cette bataille, aux côtés de Microsoft, Google, Amazon, c'est OpenAI le premier à avoir lancé son chatbot. On a scrappé tout le web. Après nous avoir laissé remplir Internet durant des années, l'intelligence artificielle est en train de nous restituer toute notre connaissance sous forme de dialogue interactif, observe Cathy Brem. Mais ce qui est fou avec ce chatbot est la vitesse de son déploiement, l'accessibilité de l'interface. La tech disparaît, l'expérience est sans couture. Le chatbot d'OpenAI, c'est 100 millions d'utilisateurs actifs atteints en 2 mois, en grillant au poteau TikTok. Et Bing ChatGPT attire plus de 100 millions d'utilisateurs par jour en proposant un copilote pour les pros du marketing. Mentionnons rapidement Meta, ouvert aux chercheurs avec Llama. Ces chatbots conversationnels ont pour objectif de capturer la sémantique des mots, des phrases, des documents. Il n'y a rien de plus qu'un calcul, qu'une prédiction des plus fortes probabilités des mots à dérouler. Et là, ils excellent. Ils rédigent des phrases, effectuent des synthèses, sont parfaits pour des traductions. Soulignons que dans le corpus de données se trouve 46% de contenu en anglais et moins de 5% en français. Et vigilance aussi sur la confidentialité. 3% d'informations top secrets ont été injectées. ChatGPT connaît beaucoup de sujets, mais peu en profondeur. D'ailleurs, il ne se préoccupe pas le moins du monde de la vérité de ses réponses. Cette intelligence artificielle ne raisonne certes pas, mais elle est en apprentissage constant. Selon le chercheur Philippe Mérieux, le danger de ChatGPT se trouve dans le rapport aux connaissances qu'il promeut plus que dans la fraude. Néanmoins, ChatGPT est limité, puisqu'il s'appuie sur une base de connaissances qui n'a pas été mise à jour depuis septembre 2021. La sortie de ChatGPT 4 fait la promesse d'être 500 fois plus puissant et plus rapide. Il est capable d'améliorer ses performances de 30% en utilisant un processus d'auto-réflexion consistant à demander au modèle d'apprendre de ses erreurs. Quels sont les métiers que l'intelligence artificielle pourrait bouleverser ? Alors Goldman Sachs prévoit 300 millions d'emplois menacés. Citons le secteur bancaire et financier, le consulting, les avocats. L'examen d'admission américain est passé avec 90% de succès. Dans le secteur de la santé, ChatGPT a obtenu un score impressionnant de 52 à 75% au test de connaissances. Les hackers, mais aussi 2/3 des codeurs l'utilisent. Lors d'une compétition sur un test de sciences comportant plus de 21 000 questions, l'intelligence artificielle d'Amazon a obtenu un score de 91,68%, battant les humains. Une autre a rédigé ses premiers articles pour un grand groupe de presse britannique. Et là, 200 postes ont été supprimés. En regard, d'autres grands médias critiquent OpenAI pour avoir utilisé leurs articles afin d'entraîner ChatGPT sans autorisation ni compensation financière. À ce sujet, faudra-t-il repenser les droits d'auteur? Ou alors, ces chatbots seraient-ils le meilleur moyen de ne pas avoir de compte à rendre sur l'utilisation de données en ne précisant pas leur origine? D'autant qu'ils peuvent désormais citer les sources probables mais non exactes. Nous sommes sur une autre conception de la connaissance, comme l'observe le philosophe Gaspard Koenig.
Je pense que la multitude d'apports d'images et de textes amplifiera la dilution et la notion de propriété. Les Américains sont en réflexion. L'équivalent de l'INPI demande aux auteurs qui veulent faire enregistrer leur propriété intellectuelle sur une œuvre doivent déclarer des éléments intégrés et générés par une intelligence artificielle. Bon, ok, l'emballement est avéré, mais quid des coûts? Plus rarement évoquées sont les dépenses. La facture est salée pour ChatGPT et les chiffres diffèrent. Mais pour Forrester, le traitement des requêtes soumises a pu coûter jusqu'à 40 millions de dollars en janvier. Et l'intégration de l'intelligence artificielle au moteur de recherche coûterait 10 fois plus cher. En matière d'énergie, ChatGPT et consorts sont extrêmement gourmands et infligent une empreinte environnementale conséquente. L'apprentissage d'un simple modèle d'IA pourrait consommer l'équivalent de 100 foyers américains sur un an. Après cette overview, je vous laisse sur cette réflexion de Georges Braque. Écrire n'est pas décrire, peindre n'est pas dépeindre. Alors, à votre avis, me suis-je reposé sur ChatGPT pour écrire cette chronique? French Tech, esprit critique pour Tech Critique. Startup Nation. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre et glousser pas mal d'entre nous d'ailleurs, faut bien l'admettre. Mais depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, le ton est donné. Alors en 2019, la même année que la création d'Adatech School, il fixait l'objectif de 25 licornes françaises et ces startups, vous savez, qui dépassent 1 milliard de valo. L'objectif a été atteint dès 2022 avec donc 3 ans d'avance. Plus récemment, le programme French Tech 2030 est lancé. Son idée, accompagner 100 startups françaises dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé ou encore l'espace. Du coup, il faut du monde pour bosser dans toute cette Startup Nation. 400 à 500 000 ingénieurs et développeurs en informatique sur le mandat en cours, ça, c'est l'ambition. Chloé, au-delà de la bonne nouvelle que ça représente pour le business model d'Adatech School, penses-tu que c'est vraiment par manque de main-d'œuvre, en quelque sorte, côté dev et ingé, que la France a pris du retard face à ses compétiteurs, qui seraient par exemple les États-Unis ou la Chine, ou même peut-être d'autres pays européens? Ce que je pense, c'est que la France a pris du retard par retard de compétences. Est-ce que c'est seulement des sujets de compétences techniques? Je ne pense pas. Je pense que derrière l'idée de licorne, au-delà de l'aspect purement financier, parce que quand on parle de valorisation, finalement, on ne parle que d'argent. Mais si on parle plutôt d'innovation, si on parle plutôt d'entrepreneuriat, finalement, on parle évidemment de compétences techniques potentielles pour coder, mais l'innovation, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi des compétences soft skills, si on les oppose aux hard skills, qui sont justement cette idée de créativité, qui sont cette idée d'esprit critique, qui sont également aussi dans l'esprit entrepreneurial de résilience, et qui sont pour moi, en revanche, effectivement, des compétences que le système français développe très très mal. Et donc c'est non seulement effectivement un sujet de retard de compétences techniques, mais aussi de compétences humaines et de compétences psychologiques, je pense, qui nous a fait prendre ce retard. Alors ça m'intéresse tout particulièrement parce que est-ce que dans vos programmes, vous travaillez ces soft skills? Parce que si je suis un petit peu esprit critique et un petit peu taquin, est-ce que c'est miser sur le bon cheval que d'envoyer son enfant ou de se reconvertir soi-même aujourd'hui pour aller apprendre à coder à l'heure où justement on voit débarquer toutes ces IA ou simili-IA, ChatGPT et autres, dont on dit qu'elles sont les futures remplaçantes des ingés et des codeurs, puisqu'elles savent déjà coder et améliorer les codes. Ouais. Bon, déjà, derrière chacun de ces super outils, il y a des super développeurs. Malheureusement, pas beaucoup de développeuses, mais il y a des super développeurs. Donc, à nouveau, on revient un peu sur notre sujet boîte noire. Est-ce qu'on a envie de prendre le pouvoir sur la suite de l'histoire? Ça serait bien que, en fait, on en fasse partie de cette histoire et qu'on la laisse pas à une micro-population. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, et je pense que justement, ce que mettent en exergue ces nouveaux outils, que sont ChatGPT ou le no-code, etc., c'est ce qui va faire la différence. C'est effectivement ces compétences sociales. Mais on y revient, c'est aussi la compétence de savoir les comprendre, savoir les mobiliser, savoir les critiquer. Et donc, du coup, de pouvoir également les mobiliser dans son quotidien. Nous, à Adatech School, ce qu'on pense, c'est que déjà, donc c'est aussi pour ça qu'on recrute nos apprenants et nos apprenantes essentiellement sur des soft skills, sur cette persévérance, sur la notion de persévérance, sur la notion de proactivité, d'aller chercher des solutions, d'aller faire des recherches, de développer son esprit critique, et sur la notion d'esprit d'équipe, travailler avec les autres. Parce que c'est ça, finalement, qui avec ces évolutions techniques, ce qui va rester dans les équipes. Et ensuite, après,
pour pouvoir les utiliser quand même de manière critique et efficace, il faut pouvoir développer sa compréhension de ce que ça veut dire derrière. Parce qu'effectivement, il y avait plusieurs éléments. Donc, si je reviens sur l'introduction de Luc Julia, où effectivement l'éducation n'est pas nécessaire, mais n'est pas suffisant, il faut aussi avoir des soft skills. Il y a dans les soft skills 2 éléments qui nous a donné, et je trouve assez intéressant, c'est la notion de renverser la table, donc la notion de partir sur autre chose. Pour moi, c'est un peu la vocation Data Tech School, c'est de redonner une chance ou du moins de favoriser cette transformation. Et il y avait le deuxième aspect qui était plutôt la situation face à l'échec. C'est d'être capable de se dire ça n'a pas marché et de repartir sur autre chose. L'apprentissage par l'échec. Mm-hmm. Là, Thibaut, juste, t'évoques un précédent épisode donc avec Luc Julia qu'on vous invite à réécouter, où il nous a beaucoup parlé de l'esprit des innovateurs de la Silicon Valley, et notamment avec ces 2 traits très spécifiques à la Silicon Valley que tu évoques là. Exactement, ouais. Et c'est justement sur ce dernier point moi qui va beaucoup m'intéresser, et c'est en lien avec Data Tech School, c'est que la culture de l'échec, c'est antinomique avec l'apprentissage, ou du moins dans notre culture française, c'est antinomique. Comment est-ce que tu arrives à gérer dans notre culture française? Oui, c'est pour ça, c'est justement ce qui fait moi, honnêtement, ça a été un des principes créateurs de cette école. C'était, et je pense en plus en tant que personnellement entrepreneuse, c'est vraiment quelque chose auquel je suis confrontée tous les jours. On a créé une forme de paralysie en France face à l'échec. Cette peur de l'échec qui est largement alimentée dans l'éducation par notamment le sujet des notes, des classements. On casse. Moi, j'ai fait les classes préparatoires et grande école. C'est vraiment l'endroit où tu connais bien, quoi. Voilà, exactement. C'est si ça fait mal, ça fait du bien. Et donc du coup, moi, c'est vraiment ça. Et à Data Tech School, on a mis en place plusieurs éléments. Déjà, c'est du coup apprendre à plutôt travailler ensemble, parce que si on réduit la compétition, parce que dans l'idée de la compétition, c'est je vais réussir pour moi en écrasant les autres. Et donc on a ce truc de si je me plante, j'ai personne pour me rattraper. Donc favoriser cette espèce de collaboration et d'entraide. On a mis en place des badges pour justement sortir de cette idée de note que vous êtes systématiquement comparés les uns aux autres, et que si vous êtes en dessous de quelqu'un, c'est que vous êtes nul. Et justement, je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est de sortir de cette dimension d'échec, et c'est encore plus vrai, et ça c'est un énorme challenge quand on s'adresse à des personnes qui sont en réorientation ou en reconversion, où le sujet de devoir reprendre une carrière, la relation qu'on a par rapport à la réussite, par rapport au salaire, etc., elle doit être énormément retravaillée. Mais moi je pense que c'est la clé du succès, c'est la clé de l'avenir, de notre réponse qu'on aura par rapport aux machines et par rapport à l'innovation. Donc on voit que là, effectivement, c'est déjà une façon de servir aussi l'épanouissement collectif après avoir servi l'épanouissement individuel. Mick ? Cet exemple de culture différente, moi, j'ai Elon Musk qui me marque là-dessus, où à chaque explosion d'une de ses fusées, donc d'un nouvel échec d'une de ses fusées, il félicite ses équipes en disant bravo, on a encore planté une fusée, ça nous a coûté quelques millions, et ça il le dit pas, mais on a progressé, on est en train d'apprendre, etc. Donc c'est vrai que ce changement est assez fabuleux. Comment on se positionne? Et je pense, j'ajoute juste quelque chose, à une heure où on le voit, on parlait des outils, mais aussi où globalement les compétences, il y a un sujet de durée des compétences sur le monde du travail qui est très faible. Et dans la tech encore plus que dans d'autres domaines. Très périssable. Il faut savoir, tout est très périssable, et donc du coup il faut pouvoir savoir se réinventer de manière mais constante en fait. Si je peux rajouter juste sur le fait que tu es en train de me griller ma question. Ce qui est assez bizarre, c'est que ces compétences, au fait, elles ont une durée de vie qui est très faible. Et pourtant, 30 ans après, on continue de te demander quel diplôme tu as eu. Mais c'est toujours le paradoxe du système français, mais qui est hyper vieillissant. Trop. Mais est-ce que ça ne veut pas aussi dire que les diplômes... du coup, je rebondis. J'avais une autre question, mais tant pis. Bravo, tant pis pour talent. vous. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le diplôme initial, quelque part, doit être là avant tout, et beaucoup pour t'apprendre à raisonner, t'apprendre à penser, t'apprendre à apprendre, t'apprendre à évoluer tout au long de la vie, plutôt que de te donner des compétences précises, quoi. Moi, on dit à Ada que l'école est un moyen et pas une fin. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a porté dans ce projet aussi d'éducation. C'était qu'on sorte, et alors désolée d'utiliser encore un mot anglais, mais on sorte de l'école empowered. Empowered, c'est autonomisé avec des capacités, avec cette capacité aussi à se positionner dans la vie par rapport aux autres, trouver son sens, etc. Et pour moi, c'est ça le job de l'école, c'est d'ouvrir des opportunités. Comment se positionne l'éducation à la tech en France par rapport au reste du monde?
Une initiative comme celle que tu as lancée paraît hyper innovante en France. Est-ce que c'est le cas aussi ailleurs? Est-ce qu'il y a des pays qui ont cette avance finalement sur le fait de former de façon plus inclusive, plus large? On mentionnait en tout début d'introduction déjà qu'il y a des ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, qui sont pour les tout petits enfants, qui sont plus si nouvelles que ça, parce qu'elles ont été créées par Montessori, notamment la plus connue au XXe siècle. On ne parle pas du tout de pédagogie. Ça fait un bail qu'on propose des solutions dans l'éducation. Ça fait Montessori, c'était le début du XXe siècle, le milieu du XXe siècle. Mais ça fait un bail qu'on teste des choses. Il y a évidemment beaucoup de choses dans différents pays. Si vous regardez aussi dans les pays nordiques, il se passe pas mal de choses. Donc voilà, c'est partout. Maintenant, après, le problème de l'éducation, et surtout en France, quand on pense que ça doit être gratuit, que finalement ça doit être un sujet de l'État, du gouvernement, etc., forcément, on est beaucoup plus lent. Et on manque un peu aussi de cette culture de l'innovation entrepreneuriale et d'expérimentation dans l'éducation nationale, donc c'est difficile. Et c'est en train d'exploser là quand même. En ce moment, on voit, je pense aussi à l'école 42, lancée par Xavier Niel quelques années avant. J'ai plus la date en tête. Qu'est-ce qui fait que c'est en train d'exploser là actuellement? Est-ce que l'État a aidé finalement à cette explosion de nouvelles approches, ou est-ce que c'est juste un effet d'opportunité, qu'il y a un énorme marché finalement? On a beaucoup besoin de beaucoup plus de personnes dans la tech, comme tu le rappelais Cyril dans l'intro, et que du coup, il faut des nouveaux moyens de former. Je pense que c'est un effet, le marché de l'emploi s'est transformé 100 fois plus vite que l'éducation en fait. Et le marché de l'emploi il s'est transformé 100 fois plus vite avec l'innovation numérique. Il n'y a pas très longtemps, on pensait avec l'équipe, on reparlait des téléphones qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Quand est-ce qu'on c'était ça, on se disait mais c'est quand est-ce qu'on a eu notre iPhone, notre smartphone? Désolé pour Apple. Désolé justement, un peu de pub. Mais c'était, et on se disait c'était il y a 12 ans, je crois qu'on se disait, on regardait. Et en fait, c'était très récent. Et vous imaginez ce qui s'est passé avec les smartphones, ce que ça a impliqué. Donc en fait, juste ça a été, on a une évolution vraiment exponentielle du marché du travail, exponentielle au sens de courbe, et on a un système éducatif qui est encore pour le marché du travail mais d'avant les années 2000 quoi. Donc c'est ça. Ce qui est un vrai problème, parce que ça fait au moins 10 ans que certains grands cabinets nous disent que les métiers qui seront pratiqués en 2030, plus de la moitié d'entre eux, on ne les connaît même pas encore. Donc on voit bien que le temps de la tech, une fois de plus, n'est pas le temps des institutions, et encore moins le temps de l'éducation nationale, pour ne pas la citer, parce que peut-être que ça commence effectivement au plus jeune âge. Et je pense juste, on parle beaucoup de tech, mais il y a aussi les enjeux environnementaux qui sont liés. Absolument, on va en reparler, on va y revenir aussi. Il y a un sujet qui revient très régulièrement dans nos émissions chez Trench Tech, c'est celui de la fuite des cerveaux. Parce que finalement, la formation de superstars de l'informatique et de l'IA en particulier, parce que c'est un peu le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui comme si c'était nouveau, c'est pas nouveau justement. Ça fait des années et des années qu'on en sort des tronches, mais par contre qu'ils partent tous bosser pour les big tech. Qu'est-ce qui fait que former beaucoup plus massivement le grand public aujourd'hui fait que ça nous assurera d'être plus compétitifs en tant que nation, puisqu'ils vont peut-être être tentés d'être débauchés eux aussi par des big tech? La fuite des cerveaux, c'est bon. Alors il y a un petit sujet à nouveau argent. C'est les opportunités de salaire, mais aussi justement on va dire le terrain de jeu que nous offrent les entreprises. Donc nous offrent notamment les entreprises des big tech. Donc il y a évidemment un sujet argent de pouvoir faire émerger des big French tech dans lesquels il y a un terrain de jeu aussi bien financier que intellectuel, aussi intéressant que pour que dans la Silicon Valley. Donc ça c'est un petit peu les grands sujets de justement la Startup Nation, créer justement d'injecter massivement aussi de l'argent pour les créer. Mais après je pense aussi il y a cet effet, pour moi on revient justement à ce sujet des compétences et du développement de l'état d'esprit de l'innovation, parce que le problème aussi qu'on a en France c'est après ces licornes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce que elles vont être absorbées par les géants de la tech américaine, ou est-ce qu'on va en faire des champions internationaux? Et donc, du coup, c'est continuer et ça, c'est vraiment un sujet à nouveau d'état d'esprit entrepreneurial, d'état d'esprit de continuer à grandir, à grossir, à croire et à cultiver, je pense. Très bonne conclusion à cette séquence qui nous emmène voir Laurent Guérin dans un moment d'égarement, qui nous parle justement d'un métier d'avenir, le prompt engineer. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement.
Qui ne rêverait pas de travailler moins pour gagner autant, voire gagner plus, travailler pareil pour gagner beaucoup plus? Ça, c'est incroyable et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, Laurent. Et oui, alors que je faisais mes impôts, mes comptes, les soustractions des moins-values de mes investissements en crypto-monnaie, les additions de l'inflation et que j'envoyais le tout via lettres piégées aux autorités, je dus me rendre à l'évidence, il allait me falloir plus d'argent pour m'acquitter de ma dîme, puisque sans madame, je vivais désormais et que mes centres de coûts n'étaient plus divisés par 2, mais par 1, donc multipliés par 2. Je repensais alors à la fameuse citation de Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », et me jetais sur mon ordinateur afin de faire la recherche Google suivante, « Comment travailler pareil pour gagner beaucoup plus ?» Nicolas Sarkozy n'était en effet pas mon auteur préféré. Et là, j'ai atterri sur un article qui parlait d'un nouveau métier qui pouvait rapporter 300 000 € par an, le métier de prompt engineer. En français, ça donne ingénieur en demande, et c'est vrai que ça claque un peu moins. Un prompt engineer, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui parle avec l'intelligence artificielle afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'article disait « Une journée de travail typique consiste à rédiger des prompts, donc des demandes, pour les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT. » Et si t'as pas entendu parler de ChatGPT ces 6 derniers mois, je te confisque ton téléphone Bebop. Toucher 300 000 balles par an pour écrire des conneries, tu penses bien que j'ai entamé ma reconversion sur le champ. J'ai racheté un Becherel et j'ai affiché fièrement sur LinkedIn les notes que j'avais obtenues au bac français, 16 et 20. Bon, j'ai un peu menti, mais personne va me jeter la pierre parce que j'ai menti sur LinkedIn. Hein. J'ai fait comme avec mes centres de coûts, j'ai tout multiplié par 2. Alors, je vois pas de quoi tu parles, mais je crois comprendre quand même que tu es retourné du côté de Smelly Cat. Tu as donc donné ta langue au chat, tu es allé te frotter à l'IA, c'est ça ? Oui, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore utilisé une intelligence artificielle, ça se présente un peu comme Google, sauf que tu peux la tutoyer. Et tutoyer l'intelligence, c'est un sacré privilège. Et qu'au lieu d'avoir des pages et des pages de résultats, t'as juste des phrases qui se forment lettre par lettre, un peu comme si un stagiaire entrait des sous-titres en direct pendant que tu regardes ta série préférée. On dirait une machine à écrire. T'imagines Ernest Hemingway devant sa Remington portable qui écrit « Salut, écris-moi une histoire d'un grand-père et d'une grand-mère » et les touches se mettent à bouger toutes seules et elles pondent le vieil homme et la mère. Parce que même à l'époque, les intelligences artificielles, elles n'auraient pas été totalement au point. Donc Ernest, il aurait fallu qu'il embauche une ingénieure en demande, qu'il la paye 300 000 pour qu'elle lui rédige le prompt parfait, un truc du genre « Écris-moi une histoire dans laquelle on comprend le combat de l'homme face à la nature, utilise un vieux pêcheur cubain qui part en bateau en quête de sa plus grosse prise pour illustrer ce combat, ajoute un petit garçon qui se lie d'amitié avec le vieux et fais-moi tout ça en 128 pages. » Et hop, 300 000 € par an et un livre culte à l'arrivée. Ce qui expliquerait qu'on peut signer un chef-d'œuvre même en étant rond comme une queue de pelle. Les Beatles se seraient aussi beaucoup amusés avec la machine à écrire intelligente. Ils auraient balancé des mots au hasard en étant défoncés, genre jaune, livre, marin, et se seraient retrouvés avec les paroles de Yellow Submarine. Ouais, c'était toujours pas super au point. Ok, mais alors, c'est quoi les compétences d'un ingénieur en demande? Parce que moi, ça commence à m'intéresser pour ta prochaine chronique. Alors, l'article disait que l'idéal pour être ingénieur en demande était d'avoir une compréhension nuancée du langage humain, mais aussi une compréhension de la façon dont ce langage pourrait être interprété par un ordinateur. Alors, comme j'ai un bac plus 6 en communication, je me suis lancé. Oui, j'ai multiplié par 2. Voici ce que j'ai donc demandé à ChatGPT. Imagine que tu es un auteur américain exilé à Cuba dans les années 50 et que tu viens de boire une bouteille entière de whisky. Je veux que tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit si je te demande quel est le sens de la vie. Et il me répond « Révolution ». J'ai réussi à saouler une intelligence artificielle, je pense que je peux passer par la case départ et toucher 300 000. Alors voyons ce qu'il nous dit à jeun. Je répète, je lui demande « En un mot, quel est le sens de la vie ?» Et il me répond « Évolution ». Waouh, donc en fait quand il est bourré, il rajoute des lettres au mot, ChatGPT. Je vois pas tellement de différence avec les humains. Pas sûr de me faire embaucher en tant que prompt engineer, moi. Alors j'ai testé la même demande sur Bard, l'intelligence artificielle de Google. Réponse. En un mot, le sens de la vie, c'est le but. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, ce qui nous motive et donne un sens à notre vie. Il peut s'agir de n'importe quoi, fonder une famille ou changer le monde. Il appartient à chacun de trouver son propre but, mais une fois qu'il l'a trouvé, il peut lui donner un sentiment de direction et d'accomplissement. J'ai envie de dire... Attention à la forme, mon grand, hein. J'ai demandé un seul mot et tu me fais une phrase et un paragraphe. Déterminé et motivé par l'appât du gain, je fis un tour chez Bing, le moteur de recherche de Microsoft que personne n'utilise, qui a intégré une intelligence artificielle faite par ChatGPT dans Edge, le browser que personne n'utilise, mais disponible uniquement aux États-Unis, ce pays dans lequel plus un seul être intelligent n'habite. Alors lui, il m'a carrément dit: le sens de la vie est une question philosophique qui a été débattue tout au long de l'histoire. Il est subjectif et peut varier d'une personne à l'autre. Dans ce contexte, un être humain pourrait dire que le sens de la vie pourrait être décrit en un mot comme bonheur, amour, but ou accomplissement. Qu'en pensez-vous? Ce à quoi j'ai répondu, ce que j'en pense, c'est que ça fait plus qu'un mot. Réponse de l'effronté,
Oui, le sens de la vie est une question complexe et profondément personnelle qui ne peut être résumée en un seul mot. Les gens ont des croyances et des valeurs différentes qui façonnent leur compréhension du sens de la vie. Certains trouvent un sens à leurs relations, d'autres à leur réalisation personnelle ou à l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur le monde. Selon vous, qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Une réponse qui se termine par une question. Mais on se croit chez le psy, ma parole. J'ai demandé combien je devais et elle m'a répondu 300 000. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors Chloé, on a commencé cet entretien en expliquant la démarche de ton école d'informatique, la Tech School, plus inclusive et à la pédagogie alternative. Contribuer à une tech plus éthique et pas uniquement parce qu'on l'a fabriquée soi-même de manière plus éthique, mais parce que tout le monde serait en mesure de mieux s'approprier les enjeux sociétaux de la tech, parce qu'on les a invités et accompagnés à le faire. Alors ça tombe bien, puisqu'on partage en plus cette envie en commun avec Trench Tech, donc c'est chouette d'en parler sur cette démarche-là. Finalement, c'est ça l'idée globalement du projet, c'est de parvenir par un effet sur l'inclusivité à rendre globalement la tech plus éthique. Ouais. Je pense qu'il y a deux effets qui sont assez lisibles dans tout ce qu'on vient de se raconter également. Il y a le sujet de la diversité et donc de la représentativité de la société assise autour de la table, donc je vais y revenir. Mais ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la valorisation de quelles compétences, la manière dont on produit du code. Donc on revient un peu sur ce sujet soft skills, etc. Enfin, je vais y revenir. La première chose, c'est aujourd'hui avoir une très faible diversité dans des personnes qui conçoivent et qui produisent et qui créent les outils de demain. On tend à reproduire des biais sociaux très 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 forts aujourd'hui dans nos sociétés, des biais raciaux, des biais sexistes, notamment dans des logiciels. Et donc, quand on pense logiciel, on pense scalabilité, on pense passage à l'échelle. Donc on tend en fait à créer des biais qui sont des Robocop de la diffusion des biais. Je donne des exemples. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Je vais donner des exemples. On parle beaucoup des biais d'IA. Donc un biais d'IA qui était assez parlant, c'était notamment quand justement Apple a sorti la reconnaissance faciale de l'iPhone. Les iPhones demandaient aux personnes asiatiques d'ouvrir les yeux et ils avaient du mal également à reconnaître les traits des personnes noires parce que l'IA n'avait pas été entraînée sur suffisamment de visages et de peaux différentes. Et ça marche encore moins bien sur les femmes. Un autre truc aussi sur l'iPhone, c'est qu'il a été trop grand. En fait, il n'a pas été pensé pour des mains de femmes et donc du coup les femmes ont du mal à taper avec une seule main sur les touches de l'iPhone. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Il y a un autre, donc ça c'est des biais, on a parlé un peu des biais d'IA, mais là quand on parle justement de la forme du téléphone, le design. On parle de design en fait. Il y a un exemple qui remonte vraiment avant même la tech, mais on parle vraiment de technique, des ingénieurs que j'aime bien, qui est l'exemple de l'airbag. Quand on a inventé l'airbag dans les voitures, évidemment dans les usines il y avait majoritairement des hommes, et donc en fait les airbags avaient été paramétrés pour se déclencher sur le poids d'un conducteur qui n'était pas un poids de femme, puisque on entraînait plutôt, c'est des hommes. Personne n'avait pensé que en fait sous 60 kilos il y avait probablement des conducteurs qui en fait du coup ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait beaucoup plus de taux de mortalité au volant chez les femmes pendant toute cette période où on a sorti les airbags. Et donc du coup vraiment cet enjeu de réussir à intégrer des points de vue différents dans la conception des outils qui nous permettent de au moins ne pas continuer à pérenniser des biais sociaux, sexistes, etc. Donc ça c'est un premier point. Et puis il y a le sujet, parce qu'on pourrait se dire ils auraient pu quand même y penser, non? Oui, mais non en fait, puisque chacun voit avec son spectre culturel. On a tous des biais. C'est ça le truc quoi. Mais il y a aussi du coup un sujet de justement, ça pose la question de compétences, de démarche, de méthodologie dans laquelle on va développer de la technique. Et donc moi ce que je pense, c'est que dans cette espèce d'imaginaire qu'on a créé du petit geek, et je vais vous dire après comment les recruteurs me parlent de cette manifestation dans leurs équipes, du petit geek qui parle à personne, qui est dans son sous-sol, qui adore la tech, qui est passionné depuis qu'il est tout petit, etc. On se rend bien compte qu'on n'est pas du tout en train de parler d'un être professionnel qui est en train de penser aux bénéfices de l'entreprise, de ses utilisateurs. Pour le coup, ça fait rêver ni les femmes ni les hommes. Hein. Non, bien sûr. Et puis, ça ne fait pas, et c'est ce que les recruteurs et les recruteuses, moi aussi, m'ont partagé au tout début d'ADA. Ce que ça crée, c'est que ça crée des mercenaires qui viennent pour régler des problèmes techniques, qui, dès lors qu'on leur propose un salaire plus élevé, vont aller faire joujou ailleurs, qui ne parlent à personne dans l'entreprise. On a créé quand même dans la tech aujourd'hui des postes qui ne sont là que pour traduire
et créer l'interaction entre les développeurs, les développeuses et le reste du monde. Je sais plus qui me disait, les head of engineering, c'est des gens qui en fait ne servent juste qu'à parler aux développeurs parce que en fait personne n'arrive à leur parler. Ce sont des animaux un peu spéciaux. Hein, mais on a cultivé ce et en fait vous imaginez bien ce que ça peut créer en termes de durabilité du code, en termes d'éthique et du coup même en termes de performance des entreprises, c'est que c'est un petit peu dommage. On n'a pas créé des équipes harmonieuses qui créent un vrai projet d'entreprise et collectif. Et alors, moi, je me suis laissé dire que tu connaissais plutôt pas mal notre président et son entourage. Hein. Tu as squatté quand même sa page LinkedIn pendant une journée complète. Hein. Rappelons-le, c'était le 8 mars, le journée internationale de la femme. Non, mais blague à part, est-ce que toi, tu sens que c'est un sujet vraiment de fond, cette dimension éthique de la tech au niveau de notre pays, ou est-ce que tu penses qu'on en est pour le moment encore à un stade très pragmatique, mais peut-être un peu terre à terre, de surtout une question de compétitivité, d'employabilité, etc. Honnêtement, on est surtout à un stade de compétitivité, mais on le voit aussi sur les sujets environnementaux. On parle essentiellement aujourd'hui d'un sujet de compétitivité qui est lié à la productivité, qui est lié à la croissance, mais assez peu à la durabilité réelle de ce qu'on est en train de produire. Donc, non. Dommage. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que tu... je dis pas que connais Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu connais, oui ou non, pour qu'il fasse avancer cette cause-là du coup. Ce que la politique aujourd'hui fait, c'est envoyer des signaux. Donc évidemment, envoyer des signaux, notamment c'était ce qui s'était passé le 8 mars, envoyer des signaux sur le fait que on doit continuer à évoluer, on doit continuer à changer. On n'est quand même pas arrivé. Je doute qu'ils pensent qu'on soit arrivé, notamment sur, par exemple, l'égalité homme-femme, arrivé à un stade satisfaisant, mais aujourd'hui c'est essentiellement plutôt du signal, ce qui est pour des acteurs comme Ada ou d'autres un début, parce que utiliser une régie publicitaire comme le compte LinkedIn d'Emmanuel Macron nous permet de faire passer des messages qui sont les nôtres de manière un peu plus... J'adore la comparaison. la régie du président, la régie publicitaire. Non, mais j'ai eu un peu plus de likes sur ce post que sur les miens. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui les a récoltés. Emmanuel, si tu veux prêter ta page LinkedIn à TrenchTech, on est ça pourrait nous aider. On prend la régie publicitaire. Pardon. Non, mais évidemment, ça donne de la visibilité, ça donne de la lisibilité, ça permet de rappeler c'est pas encore satisfaisant. Mais on reste beaucoup sur de l'affichage, c'est ça que tu dis. Il y a un sujet qui est quand même assez bouillant, il y a un débat qui revient et qu'on a déjà eu d'ailleurs dans TrenchTech, c'est celui des quotas. Est-ce que tu crois qu'on devrait imposer, peut-être dans les écoles, mais dans les entreprises, des quotas sur le recrutement, alors dans la tech, dans les boards et autres, mais voilà. On l'a évoqué juste un petit... Enfin, j'ai failli le dire sur les 70%. C'est ça. C'est que les quotas, c'est une mesure corrective. C'est une mesure corrective pour se dire, justement, on n'y est pas. Ça avance quand même sacrément lentement, vraiment très lentement. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les choses? Et c'est pour ça que moi je dis à Ada, on n'a pas fait de quotas, mais moi je suis pas contre les quotas. C'est juste que à Ada, on a eu l'opportunité de penser un système par design, qui est un système qui est inclusif, accessible, etc. Donc je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut vraiment se pencher profondément sur comment on peut repenser des solutions qui sont par design plus durables et plus inclusives, mais que parfois, faute de temps, et peut-être justement c'est des sujets de l'éducation nationale qui a, je pense, par design assez peu de... qui va avoir quelques freins, peut mettre en place des mesures correctives qui peuvent aider à avancer. Mais c'est une mesure qui est corrective et qu'on connaît avoir également beaucoup potentiellement de backlash ou de problématiques aussi derrière. Mais c'est pour ça que ça peut pas être que ça, quoi. On peut pas juste dire que c'est la seule solution. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là aux défenseurs de cette idée des quotas qui, eux, défendent les quotas parce que ça peut aller plus vite et qui t'opposerait le fait que oui, mais en étant by design, on va y aller crescendo et on part déjà suffisamment en retard pour se permettre d'y aller trop lentement, entre guillemets. Hein. Nous, c'est ce qu'on conseille à nos entreprises partenaires.
c'est déjà d'avoir une démarche qui est vraiment volontariste, une démarche de signal. Donc c'est aussi pour ça qu'on nous contacte aussi à DAS et on a besoin de diversifier nos sources de recrutement, notamment pour recruter des femmes. Donc d'une certaine manière, quand elles font ça, elles font une forme de quota. On aimerait bien que notre prochaine recrue, ce soit une femme. On a eu un témoignage d'une entreprise qui était assez équivoque là-dessus. C'était le jour où ils ont voulu recruter une femme, alors c'était pas chez nous, c'était leur première développeuse, et la développeuse au moment de l'offre leur a dit mais en fait j'ai pas envie de venir chez vous, j'ai pas envie d'être la seule femme. Et ils se sont rendus compte, merde. C'est le chat qui se met la queue, là. Mais non, mais du coup, voilà, il faut non seulement mettre des quotas, mais alors du coup, il faut aller plus loin, quoi. Et il faut construire, c'est ce qu'on dit à nos entreprises. C'est pas suffisant d'aller dire, vous allez recruter 2 apprenantes chez Adatech School. Déjà, on a 70% de femmes, on a 30% d'hommes, donc sinon, ça serait sacrément discriminant aussi chez nous. Mais c'est ensuite, il faut repenser l'environnement de travail, il faut repenser l'évaluation de votre performance, il faut repenser des onboarding. Moi, ce que j'observe aujourd'hui dans les entreprises, c'est que, aussi un peu faute de temps lié aux licornes, hypercroissance, etc., c'est qu'on a besoin d'aller très très vite, et pour aller très très vite, on va prendre toujours les mêmes usual suspects qu'on sait très très bien formater, qu'on sait très très bien accompagner, etc. Et on ne crée pas ces autres onboarding et formations. Et pour créer cette diversité et cette inclusion, pour les femmes et aussi d'autres personnes, il faut repenser une manière d'accueillir les talents de manière beaucoup plus flexible, mieux réfléchie, etc. Donc repenser ses processus de recrutement, son onboarding, sa culture d'entreprise, etc. Et là on réfléchit, là on réfléchit par design. C'est ça. Mais ça fait partie des choses moi qui m'interrogent beaucoup. Alors en l'occurrence pour le client sur lequel je m'occupe aujourd'hui, je fais beaucoup de recrutement pour lui et on fait des ouvertures de postes assez sur les réseaux sociaux. Voilà. Et au final. Donc moi j'ai eu à peu près 50 réponses sur plusieurs offres. J'ai 99,9% d'hommes sur les réponses. Et je me dis, mais au final, alors d'abord c'est compliqué de dire je veux une femme et donc du coup tous les hommes vous y allez pas. Comment ça se fait au fait ? Pourquoi qu'est-ce qui nous manque pour ouvrir les postes et qu'enfin on ait des femmes qui puissent y répondre ? Du moins avoir cette diversité. Si vous recrutez En fait, moi, ce que je dis aux entreprises, alors déjà, ça passe par l'offre, comment elle est présentée, est-ce que vous l'avez bien décliné au féminin ou au masculin, hein. Le masculin n'est pas neutre, c'est pas vrai. On se représente, on y reparlait, l'orientation, c'est un sujet de représentation et de projection, le masculin n'est pas neutre. Ça passe par féminiser ses offres, ça passe par aller sourcer dans des viviers où il y a des femmes. À Adatech School, il y a des femmes. Vous pouvez venir recruter à Adatech School. Vous allez me dire, ah maintenant parce qu'on cherche un dev super senior dans telle technologie, etc. Moi, je voudrais vous répondre, est-ce que vous avez besoin d'un dev super senior vraiment dans cette technologie, vraiment, ou est-ce que vous allez pouvoir aller former cette personne sur cette techno? On y revient. La durabilité des technos dans les boîtes, elle est hyper faible. Donc en fait, franchement, allez recruter quelqu'un sur une femme, sur une autre techno, formez-la à votre techno, et puis voilà. Donc il y a vraiment un enjeu de sourcing, et ce sourcing, il est rendu possible, ce sourcing différent, il est rendu possible par la formation et l'accompagnement qu'on offre en entreprise. Et moi, ce que j'observe, c'est que voilà, souvent on veut des super experts en JavaScript, ou en quelle que soit la techno de l'entreprise à ce moment-là, et en fait, on a un peu la flemme de se dire est-ce qu'on n'est pas capable de lui enseigner finalement cette techno, notre environnement, etc. Et quand on prend cette espèce de responsabilité en tant qu'entreprise de formation, là, tout de suite, on a beaucoup plus de viviers, on a beaucoup plus de talents possibles. Ouais, ça veut dire que, dit autrement, il faut laisser la place aux jeunes. Il faut réfléchir aussi à la façon dont on recrute. Merci beaucoup. Changer le logiciel. Merci beaucoup Chloé pour tous ces éléments-là. On rappelle le site de l'Adatech School, adatechschool.fr. Vous pourrez retrouver ce lien et tout un tas d'autres éléments sur notre site web trenchtech.fr. Si vous envisagez une reconversion, que vous avez des enfants en âge de passer le bac, vous savez à qui vous adresser maintenant. On a été ravis de se recevoir. Merci beaucoup Chloé et à très bientôt. À très vite. Merci Chloé. Merci Chloé. Restez bien avec nous. On prend quelques minutes juste ensemble pour le débrief. Trench Tech, esprit critique pour Tech Critique. Et ben ça déménage un peu finalement. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette envie de changer le monde, de faire bouger les choses. Il faut pas être résigné finalement. Je crois que s'il y a un message à retenir de ce que nous dit Chloé, c'est ça. Il ne faut pas être résigné, se résigner au fait qu'il y ait moins de 20% de femmes dans la tech. On peut changer les choses. Mais c'est assez fou comme quoi, en peu de choses, elle arrive à embarquer... en l'occurrence des femmes qui manquent tant à la tech. 70% de femmes, alors que globalement, elle propose les mêmes services,
mais avec un angle différent. Donc c'est un finalement, score à faire pâlir mais tous les patrons de la RSE et des RH dans les entreprises. Quand je vais leur dire ces chiffres-là, il y en a qui vont tomber de leur chaise. Ça, je te confirme. En revanche, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que c'est pas tant la question de savoir s'il faut féminiser la tech. Oui. Ce serait presque prendre le problème dans le mauvais sens. C'est plus de dire, la tech, c'est une grande diversité de métiers, et donc par définition, quelque part, il faut une diversité de profils. Mais en fait, moi, je le vois plus comme un espèce de barrage qu'on met à l'entrée, justement, dans les systèmes de formation qu'on a actuellement, et qui a une demande incroyable. Parce qu'au final, comme elle fait pas de sélection à l'entrée, au fait. Non, voilà, pas de quotas. Et elle ne prenne pas les quotas non plus à la sortie. Hein. Et elle est sortie. Et c'est justement ça, de se dire qu'au final, dans les demandeurs de rentrer dans la tech, il y a 70% de femmes. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est pas une volonté pure, mais c'est qu'en fait, il y a une vraie demande. Ouais, en tout cas, quand on s'y prend bien, ce qu'elle nous disait, et il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué, 50% de femmes qui quittent la tech dans les 10 premières années de leur carrière. C'est ça qui amène, je pense, tout son raisonnement. Elle nous dit, si on veut résoudre le problème, finalement, que tu évoques là, qu'on évoque là ensemble, il faut repenser l'école, repenser les processus de recrutement, repenser les processus d'intégration aussi dans les entreprises, en intégrant l'inclusivité par design, c'est-à-dire tu repenses tout autour de ce sujet de l'inclusivité qui a manifestement été complètement laissé de côté depuis des années. Parce que l'école, comme elle le dit, l'école est pas un moyen. Enfin, l'école est un moyen et pas une fin. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et pour revenir sur ce chiffre de 50% qui quittent ce domaine-là, moi je crois avoir une piste de réponse. Ça vous intéresse ? Ouais. Viens, on lui dit non pour voir. Allez, non. Non, mais c'est juste cet univers étant encore extrêmement masculin. Moi, le truc qui m'a particulièrement marqué, c'est quand elle nous dit, on a vu cette jeune femme, enfin cette femme tout simplement, avec son projet 2019, c'est quand même pas la meilleure période pour lancer un nouveau business, avec toutes ses convictions, tout le sens qu'elle cherche à donner, etc. Elle va au contact de ses pairs. Elle a eu l'élégance de ne pas nommer la personne en question, mais elle va voir un patron d'une école du même type, il y en a pas 15 000, et qui lui dit « Ah, mais ma petite dame, si vous voulez vraiment féminiser la tech, je vous souhaite bon courage, parce qu'en gros, vous n'allez pas y arriver. » Voilà, la posture du bonhomme par rapport au sujet, alors que, pour autant, beaucoup se targuent de dire vouloir féminiser aussi ces métiers-là. Bon, quand on a ce type de réaction face à soi, c'est peut-être pas étonnant si les femmes, évidemment, ne veulent pas y aller, et 2, n'y restent peut-être pas parce qu'elles sont confrontées à ça aussi au quotidien. Quoi. Il y a un véritable changement culturel qui a à faire en plus d'un changement sociétal, en fait. Effectivement, ouais. Parce que pour elle, c'était plus le côté diversité. Et ce que j'aimais dans la diversité, c'était la représentativité nécessaire à la tech. Et je trouve que ce terme, plutôt que diversité, c'était plutôt intéressant. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, les enjeux de formation du plus grand nombre d'entre nous aux fondamentaux de la tech vous sont désormais un peu plus familiers. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons toutes et tous. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Alors, soyons actrices, acteurs, plutôt que spectatrices et spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles. Nous, ça nous fait plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car pour reprendre la célèbre phrase du sociologue Pierre Bourdieu à propos de la télévision et l'appliquer à nos temps modernes, le numérique a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. French Tech, esprit critique pour tech éthique.